Le printemps est à nos portes, la primavera est arrivata, Milano Sanremo, 116e du nom. C'est pour samedi quand on parle de la Classicissima. Aucun fan de vélo ne me contredira. Les frissons sont là après avoir, dans un premier temps, débriefé Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. On connaît nos classiques, va donc faire la part belle au premier monument cycliste de la saison avec autour de la table de véritables monuments, chacun à leur manière. Rodrigo Menkens, Jérôme Elguers, Gérard Bulens, Cameron Van Den Broek, je vous salue tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver pour une heure montre en main, une heure de blabla vélo sans prétention, mais plein de passion. Nous étions le week-end dernier sur la promenade des Anglais, le 16 mars. Ça avait un petit air de 4 juillet, Rodrigo Menkens. Vous étiez au commentaire avec Gérard Bulens, la fête nationale américaine sur le sol français, avec Sheffield vainqueur de l'étape, avec Jorgensen vainqueur de ce Paris-Nice du classement général pour la deuxième fois de suite. Voilà, un petit air d'Independence Day. Oui, enfin bon, les 7 jours avant, on n'avait pas l'air d'être au mois de juillet, on avait plutôt l'air d'être à la Toussaint, hein. Il faut quand même le dire. Et finalement, on a passé une semaine quand même intéressante en se disant que quand Pogačar et Vingegaard, pour des raisons différentes, ne gagnent pas, mais que leurs numéro 2 peuvent s'imposer dans ces courses. Et puis, je suis ravi de constater encore une fois que nous sommes 5 autour de la table et que le seul qui n'a pas de note, c'est évidemment le grand, l'énorme Gérard Bulens. Qui me disait, Gérard Bulens, avant d'entrer dans le studio, je me suis bien amusé, parce que vous étiez à côté de Rodrigo, je le comprends, mais je me suis bien amusé aussi parce que ce Paris-Nice était très chouette à suivre et à commenter. Absolument, on a commencé par 2 victoires belges, par le même coureur Tim Merlier, et puis on a eu plein d'étapes plus que mouvementées, avec une étape pour sprinter qui a été complètement bousculée par des bordures. Moi, j'ai trouvé que c'était un Paris-Nice très intéressant, moins intéressant pour les coureurs, évidemment, à cause des conditions atmosphériques, mais dans l'ensemble, franchement, avec Rodrigo, on s'est bien amusé. Et on s'est bien amusé aussi en vous écoutant, évidemment. Alors, je me tourne de l'autre côté et je regarde Cameron Van Den Broek. Cameron, on avait évoqué il y a une semaine une potentielle guerre des égos en interne chez Visma Lease a Bike entre Matteo Jorgensen et Jonas Vingegaard. Finalement, la chute malheureuse et l'abandon de Jonas Vingegaard n'a pas provoqué, du moins de l'extérieur, on n'a pas eu le sentiment que cette guerre des égos avait débuté en interne. C'est peut-être pas plus mal, hein. Non, et puis moi j'ai entendu une interview là de Jorgensen qui disait que ça fait 4 mois qu'il se préparait pour Paris-Nice, donc ça veut quand même dire qu'il partait là-bas en tant que leader ou en tout cas qui voulait gagner. Donc je sais pas comment ça se serait passé si Vingegaard n'avait pas eu sa chute, mais bon, dire que ça fait 4 mois qu'il attend ça veut quand même dire qu'il était là pour gagner. Donc ouais. Mais ça n'est pas plus clair en interne donc à l'issue de ce Paris-Nice. Ouais, c'était clair en interne chez eux, je pense. Mais quand on voit la détermination avec laquelle il a essayé d'aller gagner la dernière étape, Jorgensen, c'est clair que la motivation, elle était plus, à mon avis, chez lui que chez Vingegaard. Mais ça, on l'avait déjà dit avant même la course. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jonas Vingegaard n'a rien de cassé. Douleur à la main, mais rien de cassé. Il devrait être au départ du Tour de Catalogne le 24 mars. Pas de conséquences, donc, Gérard, pour la suite de la saison de Vingegaard. Et on ne peut que se réjouir parce que on a un peu marre de débuter des Tours de France avec des coureurs qui ont perdu du temps dans leur préparation. Et le Tour de France est encore loin. Oui, mais force est de constater que depuis le début de la saison, on est reparti dans le canevas de l'année dernière avec pas mal de chutes quand même. Donc là, il y a certainement au niveau de la sécurité des coureurs quelque chose à revoir. On a eu le fameux épisode aussi malheureux de la grêle où on a fait arrêter les coureurs. Pour la sécurité, je suis assez d'accord, surtout que nous ne savions pas au moment même que 2 motards de la garde républicaine avait glissé, avait chuté. Par contre, la manière dont ils l'ont fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord d'arrêter des coureurs dans ces conditions-là pendant 40 minutes et de les faire repartir. Il va continuer, rouler lentement, lentement, effectivement, mais ne pas leur permettre de se refroidir totalement. Et puis, on a eu effectivement une collection d'abandons à cause de cela, sans doute. McNulty malade, Almeida malade pour une équipe que je connais un peu mieux, c'est ce qui nous a été dit.
c'est quand même un peu malheureux de voir cela. À ce niveau-là, je trouve que ASO aurait pu mieux réagir, même si on sait que c'est très compliqué, ce genre de décision à prendre. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si les coureurs qui ont discuté avec les organisateurs ont proposé cette solution-là de continuer à un rythme calme pour prendre moins froid. J'imagine que les coureurs ont sans doute proposé ça. Il y a en tout cas à chaque fois quelques coureurs qui sont désignés au départ de chaque course pour faire l'intermédiaire avec les organisateurs. Rodrigo ? Je constate quand même que si on reprend le podium du Tour de France l'année dernière, Remco Evenepoel continue à se préparer, il n'a toujours pas roulé, il viendra, on l'espère, dans un mois. Il y a eu la chute en l'espace de 5 jours, il y a eu la chute de Pogačar, qui semblait sérieuse, il s'est relevé, et en fait il a gagné plus fort que jamais, et le surlendemain il était déjà, nous dit-on, sur son vélo. Puis il y a eu la chute de Vingegaard, qui elle semblait moins sérieuse, il semblait toucher uniquement à la lèvre, mais finalement quand même plus préoccupante qu'on le pensait, il a été lâché, et il a dû abandonner. Ça fait quand même un peu beaucoup, alors que nous ne sommes qu'à la mi-mars. Et je conclurai sur une idée générale par rapport à Jorgensen. Jorgensen a merveilleusement bien contrôlé. L'année dernière, il est arrivé un peu par hasard, mais ici, il a contrôlé. Il a un peu plus d'expérience aussi, genre de mais il n'a pas contrôlé que la course, il a contrôlé sa com. Cameron l'a très bien dit, avant et après, en disant, oui, je veux, à partir de 2026, essayer de gagner un grand tour. Et 2, c'était dans la presse flamande aujourd'hui, et ça, je trouve ça, en termes de communication, très maladroit. Non, il n'y aura pas de hiérarchie au sein de l'équipe Visma sur les classiques, genre un Van Aert, 2 mois, 3 Laporte. Ça, c'est pas top. Il faut quand même rappeler qu'il a gagné une semi-classique, une belle classique l'année dernière à Waregem, au moment où Van Aert était quand même dans l'ambulance. Il faut pas oublier que Van Aert, en 2021, a essayé sur Tirreno Adriatico, il s'est classé 2e, c'était la seule fois qu'il essayait de gagner une course à étapes, battu par un Pogačar déjà intouchable. Il a dit, je veux réessayer. Et après, son équipe lui a dit, non, c'est pas la bonne préparation pour les classiques. Donc ce qui n'était pas bon à ce moment-là pour Van Aert, le devient aujourd'hui pour Jorgensen. Franchement, je comprends pas tout. Mais dans la com, mais ça peut être un vrai plus pour l'équipe, tactiquement, comme les Quick-Step à l'époque. Entre ce que les coureurs et les directions disent et ce qu'ils font, c'est pour ça que je suis très prudent. Surtout avec Visma. Je vais pas recommencer la litanie et rappeler quand même que Roglic n'aurait pas gagné Paris-Nice en 2022 sans Van Aert. Hein? Mais en fait, et qu'est-ce que Roglic lui a renvoyé? Rien. Que Vingegaard a reconnu quelques mois plus tard qu'il n'aurait pas gagné le Tour sans Wout. Qu'est-ce que Vingegaard lui a rendu? Il a freiné dans le contre-la-montre de Rocamadour, mais pour le reste, il n'a jamais roulé les 500 mètres qui auraient permis de gagner ou à San-Sébastien ou à Rimini il y a encore quelques mois. À un moment donné, moi j'ai l'impression, c'est mon ressenti, et si je me trompe, ok, génial, que ça va toujours dans un sens, et que Van Aert, il donne. Mais Van Aert, à côté de ça, il a l'air heureux, là, Rodrigo. Voilà. Ce que vous mettez, vous, sur la table, Van Aert, il ne met pas sur la table. Mais nous, on est là pour observer. D'accord. Et donc, à un moment donné, il a quand même donné Gand-Wevelgem, et c'est moins important, une étape de Paris-Nice à la porte. Mais faites un peu le bilan de tout ce qu'il a donné, de tout ce qu'il a reçu. Ou alors, Van Aert se dit, j'ai plus les jambes, j'ai plus et on joue autrement. Mais ça, j'y crois pas une seconde. À partir du moment où Van Aert dit, depuis 3 ans, mon objectif, c'est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, et qu'en sortant d'une victoire de Paris-Nice, Jorgensen dit, il n'y a pas de hiérarchie. Ou c'est pour enlever encore de la pression à Van Aert. Hein. Et alors, c'est peut-être une tactique de l'équipe. Responsabilité aussi. Quel est le monument qui convient le mieux à Van Aert pour vous? Paris-Roubaix. Mais c'est tellement aléatoire. Oui. Allez, où il a le plus de probabilité de gagner. Paris-Roubaix. Moi, je continue à dire que c'est Milan-San Remo. C'est le seul qui l'a gagné. Et justement, je trouve dommage que cette année, il ne sera pas... Ouais. Voilà. Parce qu'ils visent tout sur 2 classiques, mais 2 classiques assez dangereuses, Roubaix et le Ronde. Et s'il lui arrive un problème, au final, son printemps, il est foutu comme... Oui, il n'a rien, pour gagner San Remo, il faut quand même descendre le Poggio comme un taré. Hein. Donc là, il y a des risques qu'il doit en prendre. Ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Est-ce qu'il a encore envie de les prendre? C'est tout à fait juste. Il y a moins moyen aussi d'anticiper, il y a moins de possibilités de voir devant que sur un secteur pavé. Et pour gagner Flandre, il doit avoir des circonstances atténuantes, il doit profiter d'une vraie rivalité qu'il y aurait entre 2 ou 3 autres coureurs. Mais un peu ce qu'un
Philippe Gilbert a fait en son temps aussi. Ce n'était plus le Philippe Gilbert des 30 ans, il n'avait plus l'explosivité de jadis. On n'a jamais laissé partir Van Aert. On a laissé partir Gilbert. Oui, mais Van Aert plus tard. Hein. Van Aert pas. Ouais. Gilbert était en fin de carrière. Ouais. Il doit encore attendre 3-4 ans Van Aert pour avoir ça. Mais c'est vrai. Et Dieu sait si on a tous jubilé sur la victoire de Philippe Gilbert, mais souvenez-vous quand même ce qui s'est passé. Ah ouais, il y a eu la chute dans le Paterberg, effectivement. Gérard, je voudrais quand même vous faire réagir parce que vous évoquiez les problèmes de sécurité. J'ai ici les quelques mots de Jonas Vingegaard, des mots qu'il a publiés sur ses réseaux sociaux le lendemain de son abandon. Et il s'en sort bien, je le répète. Parfois, ce sont ces mots, il y a trop peu de respect, trop de coureurs courent comme s'il n'y avait pas de frein sur leur vélo. Tout le monde dans le cyclisme doit prendre conscience de l'ampleur du problème de sécurité. Chacun a une responsabilité, les coureurs eux-mêmes, les organisateurs, l'Union cycliste internationale. On sent Vingegaard touché quand même, parce que cette chute, elle était, j'étais pas à sa place sur le vélo, mais semble-t-il évitable si on avait un peu plus utilisé les freins, je caricature devant lui. Je suis assez d'accord sur le principe quand on voit ce que certains coureurs prennent comme risque en montant sur les accotements, en ressautant dans le peloton. Je suis assez d'accord. C'est un problème générationnel. La nouvelle génération prend plus de risques. Et Vingegaard n'est pas un ancêtre. Hein, mais... en gros, la nouvelle génération est faite de beaucoup de coureurs relativement jeunes. Qui terminent à peine la catégorie des juniors et qui sont sans doute moins confrontés aux problèmes à long terme de chutes importantes, comme l'ont connu Remco, comme l'a connu Vingegaard l'année dernière, ou Wout van Aert, etc. Et je pense que là, il y a quelque chose. Mais au-delà de ça, comme il le dit, il n'y a pas que les coureurs, il y a aussi l'Union cycliste internationale qui, à un certain moment, va devoir limiter un certain nombre d'éléments, comme la grandeur d'un plateau, qui, dans la descente, vous amène à vous retrouver à 110 à l'heure. Mais aussi les équipes, avec les oreillettes qui excitent leurs coureurs parce que on va entrer dans un boyau beaucoup plus étroit et qu'il faut absolument être devant, etc. Tout ça participe à la nervosité des coureurs et à la fin un brouhaha dans les oreillettes qui fait en sorte que on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Et finalement, est-ce qu'on court encore à l'instinct ? Quelques coureurs, oui, les autres, non. Mais ce que je constate aussi, c'est que le niveau est tellement haut maintenant et beaucoup de coureurs sont au même niveau et c'est de plus en plus nerveux et surtout pour le positionnement et c'est ça peut-être qui engendre plus de chutes quand on voit déjà, comme Gérard le disait au début, toutes les chutes qu'il y a déjà eu cette saison, les clavicules cassées avec De Klein, Froome, c'est fou et le niveau est tellement fou maintenant que je pense avec la nervosité... Vingegaard a entièrement raison sur le fond. Maintenant, est-ce que c'est à lui à dire ça ? Un peu de frustration. Lui qui a fait 44 jours de course l'année dernière, il a été immobilisé un moment, lui qui arrête sa saison à la mi-août, qui ne vient jamais sur les monuments, je crois que le dernier qu'il a disputé c'était en 2022, qui ne vient jamais dans les courses où on frotte. Moi, j'aurais plutôt attendu ça d'un autre coureur. Je ne sais pas si c'était... Alors, il a le droit de le dire, hein, évidemment, mais... Bon. Mais on en revient à votre dossier, Jérôme, toujours consultable d'ailleurs sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, sur les gains marginaux. Pour avoir eu l'occasion d'abord de le lire et de réaliser quelques interviews dans ce contexte, et notamment celle d'Oliver Nassen qui me disait on a un super vélo chez Decathlon, le vélo Van Rysel. Il va très vite, très très vite, et on n'a pas envie d'aller moins vite. Donc les coureurs, une fois qu'ils ont goûté à ce matériel, ont du mal aussi à faire marche arrière et à accepter qu'on puisse à l'avenir éliminer quelques éléments du vélo pour rouler moins vite, justement. Ouais, moi, ça me dérange un peu. En fait, il y a un petit côté Calimero. Je trouve quand Jonas Vingegaard se plaint, bon, il chute, il participe à tout ça. Et d'ailleurs, dans ce dossier, on le comprend, il n'y a quasiment aucun coureur qui veut ralentir. Tout le monde veut aller plus en plus vite. Donc, à un moment donné, s'ils prennent plus de risques, il faut les assumer derrière. Voilà pourquoi moi, ça me dérange un petit peu d'entendre Jonas Vingegaard. Personne ne veut réduire cette vitesse. Si Jonas Vingegaard domine Paris-Nice en gagnant 2 étapes, vous ne l'entendez pas se plaindre des chutes qu'il y a eu derrière lui à l'arrière. Donc, c'est toujours un peu facile de sortir quand on est la victime, évidemment. Maintenant, n'oubliez pas qu'avant sa chute, il est quand même battu sur son terrain par un lieutenant de Pogačar. Ça a quand même dû être un coup. Donc, à un moment donné, il n'était pas si bien que ça. Je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2023,
Il termine 3e de Paris-Nice, derrière Pogačar et derrière Gaudu. Ouais. Ça l'a pas empêché de battre Pogačar au mois de juillet. Et grosse différence, à ce stade-ci de la saison, Vingegaard n'a pas encore fait de stage en altitude. Donc ne tirons pas non plus d'enseignement maintenant définitif, mais j'imagine quand même qu'être battu par Almeida, ça a quand même dû lui donner un petit coup. Alors, lié à cette sécurité, la météo, et vous l'avez déjà un peu évoqué, Gérard, cette course au soleil qui s'est finalement disputée sous la pluie, dans le vent, sous la neige aussi en partie. Quel est finalement encore l'intérêt d'aller chercher sur ces courses des cols où l'on sait pertinemment bien qu'il y a des risques de température négative, des risques de neige, et finalement, chaque année, et c'est devenu une habitude, chaque année, on a des étapes rabotées. Dans la réalité, je pense que tous les organisateurs véritablement veulent avoir une course qui est de plus en plus dure. On en a discuté, je pense que c'était hier dans le direct, et donc automatiquement on va chercher ce genre de col. Maintenant, moi, ça m'ennuie quand on dit on ne veut pas diminuer la vitesse, parce que à cette vitesse-là, dans les descentes de certains cols, on en arrive à avoir le petit incident, mais avec de très très grandes conséquences qu'on a eu il y a 2 ans au Tour de Suisse, où il y a un petit gravillon et le gars qui est à 100 à l'heure vole par-dessus le parapet et il se tue. Gino Meder. Exactement. Sheffield était d'ailleurs aussi dans cette fameuse chute. Hein, il l'a rappelé. Il était assez émotionnel d'ailleurs. Son interview. Mais donc c'est donc quelque chose qui est un peu inexplicable et inextricable. Après, ça va trop vite, mais on ne veut pas ralentir. Moi, j'ai pas de solution et on n'en a pas non plus autour de la table. Pour revenir à la météo, on peut pas non plus faire un Paris-Nice sans étape de montagne ou de moyenne montagne. On va déjà chercher les Alpes du Sud de chez Sud. On peut pas aller plus bas dans les Alpes. Puis c'est la mer. On est au mois de mars. Voilà, ça arrive, ça fait partie du décor. Mais est-ce que les coureurs qui ont fait le choix des Pogačar, des Philipsen, des Van Aert de zapper et Tirreno et Paris-Nice pour aller en stage sous le soleil n'ont pas fait le bon choix? Ça, on le saura plus tard. Il faisait pas vraiment forcément beau non plus en Espagne. Hein. On a vu Mathieu qui est rentré faire le Samin parce que justement la météo n'était pas bien en Espagne. Bon, là, ça s'est amélioré. Et on annonce une météo capricieuse sur Milan-San Remo. Oui. Le risque, c'est d'être malade. Ah oui, tout à fait. On va voir dans c'est le risque des coureurs qui sortent de Paris-Nice. Mais quand même, sur les 7 derniers vainqueurs de Milan-San Remo, 5 viennent de Tirreno Adriatico. On a eu le cas de Mohoric. Ça pourrait se produire avec Philipsen, qui sera quand même à Nokere mercredi. Hein, Philipsen. Comme l'an dernier, il avait fait Nokere. Avec Philipsen ou avec Pogačar. Le dernier vainqueur de Milan-San Remo qui sort de Paris-Nice, c'était Stuyven. Donc vous voyez que ça remonte. Là où on peut discuter, est-ce qu'on est obligé, au mois de mars, de mettre autant d'étapes de montagne dans Paris-Nice mais c'est un peu ce que Vingegaard vient chercher. Les gars du général, c'est ce qu'ils viennent chercher. Regardez le palmarès. On durcit toutes les courses, de Kuurne, Bruxelles-Kuurne jusque Gand-Wevelgem. Qu'est-ce qu'il y a encore pour des sprinters? Même Milan-San Remo, du temps de Merckx, il n'y avait pas la Cipressa. Hein. Attendez, ça change tout. Donc, c'était beaucoup plus difficile à gagner pour un Merckx à l'époque que ce que ce serait maintenant. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il faut... Regardez le palmarès de Paris-Nice. Vous avez Freddy Martin, vous avez Tony Martin. Attendez, Tony Martin, formidable rouleur, mais attendez, c'est dingue, quoi. Donc, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, on faisait des Paris-Nice, il n'y a pas si longtemps... sans nécessairement mettre de la montagne. Est-ce que ça doit être aussi dur? Regardez autour de Valence. Quand on va autour de Valence, c'est au bord de la mer. Normalement, on doit avoir le palmarès, ce sont des sprinters. Mais maintenant, on rentre dans le pays, et pas une fois, tous les jours. Et chaque course à étapes devient une course pour grimpeurs. Tant mieux, hein, le cyclisme belge en a maintenant. Quelques-uns. Mais globalement, est-ce que c'est indispensable à ce stade-ci? Van Avermaet avait gagné un Tirreno où l'étape de montagne avait été rabotée, supprimée, même annulée. Combien de fois Roger de Vlaming a gagné Tirreno Adriatico? Combien de fois? Mais la météo, en revanche, est déjà dans les années 70, 80, 90, était parfois aussi très froide, pluvieuse et neigeuse, même s'il y a le souci de dérèglement climatique, mais déjà à l'époque, vous savez, du temps on en parlait, quand il y a eu la neige, avec le protocole instauré par l'Union cycliste internationale aujourd'hui, personne ne parlerait de la victoire de Bernard Hinault en 1980 à Liège-Bastogne-Liège, et encore moins du plus grand exploit d'équipe au Trecce Medi Lavaredo en 1968 au Giro. Hein. Donc,
à un moment donné, bon voilà, et il n'avait pas de casque à l'époque. Et ça fait partie de la légende du cyclisme. Un dernier mot sur Paris-Nice, un homme qui vous a beaucoup plu hier dans le direct et qui a sans doute plu aussi à Jérôme et Cameron, c'est Mats Pedersen, avec cette volonté à tout va d'attaquer, de se préparer aussi sans doute, de faire de gros efforts avant Milan-San Remo et d'autres classiques. Et c'est un garçon qui, sur San Remo, ces 3 dernières années, on oublie un peu, a terminé 2 fois 6e, 1 fois 4e. Il est prêt, Cameron. Oui, il est prêt, c'est fou quand on le voit. Il monte l'école avec les hommes du classement, donc oui, c'est impressionnant et je pense que à Milan-San Remo, il sera là. Et par contre, il a peut-être perdu un petit peu son sprint, mais je pense que oui, il s'est plus préparé du coup, on le voit pour les montées et pour ce genre de course. Je le trouvais fort maigri aussi, fort affûté comme on dit. Un peu plus sec. Un peu plus sec, oui, affûté. Et donc ouais, je pense qu'on peut l'attendre. Et c'est peut-être aussi, on peut faire un lien entre les courses sont de plus en plus dures. Et je pense que les coureurs, comme on voit aussi avec Ganna, maintenant comment ils montent, je pense que la préparation est aussi différente. Parce que les courses sont de plus en plus dures et les mecs comme Ganna ou Mats Pedersen sont capables de faire ces choses-là. Pedersen n'a encore jamais gagné de monument, mais il a fait 8 top 10, donc il est temps qu'il aille en décrocher un, il le mérite. Ouais. Ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il va à contre-courant de beaucoup de coureurs parce qu'il déteste les stages en altitude, donc lui, pour se préparer, faut rouler. Il reste chez lui, il roule. Et même dans le choix de ses courses de début de saison, il va souvent sur les petites courses françaises, notamment sur l'étoile de Bessèges ou autour de la Provence. Il a vraiment un programme particulier, mais quand on voit sa forme ici sur Paris-Nice, force est de constater que ça lui réussit plutôt bien. Et c'est beau. C'est déçu et revanchard. Ouais. Non, mais c'est ce côté attitude revancharde. Moi, je suis convaincu qu'il y a ça, parce que quand on lui dit en début de saison, tu vas pas faire le tour, alors qu'il était quand même chaque année un candidat au maillot vert, c'est celui qui a le plus fait pour son sponsor au cours de ces 7 ou 8 dernières années. Et là, il apprend, non, ce sera Milan, ce sera peut-être Nice, mais ce sera pas toi. Et n'oubliez pas que si Schielmoze ne tombe pas, il nous fait peut-être pas les 3 jours extraordinaires qu'il fait, parce qu'avant cela, il s'est mis à plat ventre pour lui. Hein. Et moi, je suis convaincu que il a l'âme du vrai du champion. C'est le type qui s'est dit, moi, je crois qu'il a gagné pour montrer à ses patrons. Vous me voulez pas au Tour de France. Mais c'est dans l'attitude sur le vélo. Le talent, il l'a, on connaît sa puissance, on connaît tout ça. Mais le caractère, l'attitude sur le vélo, s'accrocher comme il s'accrochait, je trouve, et sans être supporter de qui que ce soit, c'était beau, c'est chouette ce sport. Oui, absolument. Lui, il a couru encore hier et avant-hier à l'instinct, et il a été décroché véritablement ce maillot vert où nous, on avait dit, Jorgensen va prendre le maillot vert aussi, vu les circonstances. Il s'est battu pendant toute l'étape d'hier. Moi, je trouve ça remarquable. Et je lui donne un petit avantage quand même dans un sprint à Milan-San Remo. Il y a 300 km, c'est dommage pour lui qu'il n'y en a pas 360. Et attention qu'on annonce, on est encore à 4-5 jours là au moment où on enregistre de Milan-San Remo, mais on annonce une météo quand même capricieuse pour samedi. Ouais. Beaucoup de pluie. Quand Pedersen est champion du monde à Harrogate, la météo était vraiment horrible. Donc ça, c'est un élément qui va peut-être jouer en sa faveur aussi. Alors, vous évoquiez Ganna. On va donc tourner la page Paris-Nice et se focaliser quelques instants sur Tirreno Adriatico. On va parler de Ganna, évidemment, mais d'abord un mot sur Ayuso. On disait la semaine dernière, mot pour mot, il doit pouvoir saisir sa chance quand Pogačar n'est pas là. Vous disiez, Gérard Bullens, il doit vraiment la saisir sa chance, c'est peut-être le moment ou jamais pour lui. C'est fait. C'est ce qu'on lui avait annoncé, qu'il devait saisir sa chance, et il a très très bien réagi. Il faut dire aussi que c'est un garçon qui, dans les années précédentes, a eu un peu de malchance aussi. Il faut tenir compte de ça, et je pense qu'on en a tenu compte. Ici, il est à maturité, et donc il est candidat, vainqueur, avec cette équipe-là, d'un grand tour dans cette année-ci. Il sera sur le Giro, a priori, avec exactement. Leader chez UAE. Il y a du monde avec Almeida qui est aussi en bonne forme, avec Yates, avec Pogačar. Il faut vraiment saisir sa chance quand c'est possible. Il l'a fait. Ce gars-là doit rester chez UAE, Jérôme ? Bonne question. Question surprise. Imaginons qu'il fasse un très bon Giro et qu'il gagne, c'est peut-être grâce au fait qu'il est chez UAE, parce qu'il va avoir des super bons équipiers à côté de lui pour essayer d'aller gagner le Giro.
Après, s'il vient à gagner le Giro et qu'il veut gagner d'autres grands tours, il va toujours dépendre des décisions de Pogačar. Donc là, il sera peut-être temps pour lui de partir. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on analyse les deux courses en parallèle, sur Paris-Nice, on a vu Visma gagner avec Jurgenson. On était un peu déçus des coureurs Emirates. Sur Tirreno, c'est tout l'inverse en fait. Ayuso gagne et alors les coureurs Visma sur Tirreno, c'est quand même Simon Yates 14e, Walter 56e, Kruijswijk 69e. J'aime pas ce mot-là, mais c'est presque catastrophique pour l'équipe Visma des résultats pareils. Heureusement que Koy a gagné une étape. Alors c'est vrai qu'on est en début de saison et qu'on leur demande pas d'être au top de leur forme comme ce sera le cas au mois de juillet, mais quand même, quand on analyse les résultats de Visma sur ce Tirreno, c'est quand même pas terrible. Et même hier, Jurgenson, sur la dernière étape, à 100 km de l'arrivée, était tout seul. Hein. Il finit vraiment tout seul, il fait le job vraiment tout isolé. seul. Hein. Mais il n'était pas aussi bien entouré, il n'y avait pas beaucoup de grimpeurs On est avec lui. d'accord. Alors Filippo Ganna, qui vous a donc impressionné, Cameron, mais il nous a tous impressionnés, un petit peu plus sec aussi qu'il ne l'a peut-être été. On sait que sur la piste, évidemment, il est efficace. On sait qu'en contre-la-montre, il est l'un des meilleurs de la planète. Il a déjà prouvé, notamment sur un Tour de Wallonie, qu'il peut sprinter et bien sprinter. Et voilà maintenant que Ganna peut grimper. Mais quand on peut pousser les watts... qu'il pousse, je pense qu'il est capable de tout faire. Hein. Une préparation un peu différente, être un peu plus sec et voilà, on peut grimper. Donc, ouais, quand on a cette force-là, on peut tout faire. Et on évoquait dans le chef de Pedersen cette attitude sur le vélo. Ganna aussi, dans la roue d'Ayuso et Pidcock quand ils essayent de le lâcher. Mais c'est fantastique ce jusqu'au boutisme. Il avait encore 30 secondes d'avance aussi à la, je sais plus quantième étape. Et après, c'est sa chaîne qui... Outre les soucis mécaniques. Un problème. Ouais. Et donc, je ne sais pas sans ça si ça aurait changé quelque chose ou pas. Je pense. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais qu'est-ce que ça peut changer chez Ineos, où on s'est cherché un peu ces dernières années, d'avoir un gars comme Ganna qui d'un coup se révèle, attention, je ne vais pas tirer des plans sur la comète, mais potentiel vainqueur de course par étape d'une semaine? Il y a eu beaucoup de changements chez Ineos dans la direction et dans le staff, et c'est un changement qui se ressent. Je pense que les dernières années, après le départ de Brailsford, qui avait d'autres obligations par rapport à Ineos, dans un sport beaucoup plus large en général, il y a eu un phénomène d'endormissement dont a été se laisser aller, je vais dire, Pidcock dans cet endormissement, plus faire de cyclocross ou en faire moins apparaître sur la route. Aujourd'hui, Ineos a frappé sur la table, effectivement, et a changé un peu le staff de base, la direction de l'équipe. Et on voit un autre Ineos. On n'a jamais vu les 3 dernières années l'Ineos que l'on a vu à Paris-Nice, par exemple, ou l'Ineos que l'on a vu aussi à Tirreno Adriatico. On sent très très bien que la plupart de ces coureurs qui étaient déjà là l'année dernière ont pris un solide coup dans l'arrière-train pour les éveiller une bonne fois. Et ils sont tous éveillés dans la réalité. Regardez ce qui s'est passé l'an dernier avec les spécialistes du contre-la-montre qui étaient toujours légèrement en dessous. Cette année-ci, ils sont là et ils font un travail, même en montagne, qu'on n'a pas vu les dernières années. Donc, il y a un renouveau chez Ineos. Ineos qui courtise aussi un nouveau partenaire et qui pourrait tuer une équipe française, d'ailleurs. Attention que c'est pas quand même la première fois qu'on voit Ganna avec autant de puissance. Et non, il a déjà basculé au sommet du Poggio. Là, moi, où je trouve qu'il est dangereux, c'est sur sa pointe de vitesse, qu'il a quand même méchamment amélioré ces 2 dernières années. Donc, amener Ganna dans un groupe de 5-6... Mais 86 kilos, ça défie un peu les lois de la gravité. La nature. Et alors, moi, ce qui m'a fort marqué, comme quoi on peut ne pas être équipier, mais très ami, c'est quand même la connivence qu'il y a eu entre Ganna et Milan. La dernière étape, faut pas oublier, Ganna est 3e du général, il y a un sprint intermédiaire, c'est Milan qui lui emmène pour qu'il devance Tiberi. Dernière ligne droite, qui emmène Milan vers sa 2e victoire, c'est Ganna. Entre ces deux-là qui ont été champions du monde de poursuite ensemble sur la piste, ils se connaissent bien, etc. Mais là, il y a quand même quelque chose. Et comme le disait Cameron, Ganna, c'est son objectif du printemps, c'est samedi. Il est allé se préparer aux îles Canaries, et puis un peu plus près, avant Tirreno, sur la piste. Il est fin prêt, il est là, il a faim. Lui veut gagner dans son registre, et Milan,
se dit il est temps qu'il y ait des successeurs à Cipollini et à Petacchi, les 2 derniers italiens sprinters qui ont gagné sur la Via Roma, je veux le faire aussi. Il va quand même falloir se farcir et les lâcher, hein, tous les deux. Ganna, 86 kilos, c'est vrai qu'il est lourd, mais le Poggio se passe sur le grand plateau. Oui, mais alors, j'y ça avant. Avec la puissance qu'il a, il sera sans doute dans Et Jonathan Milan-San Remo, jeu de mots un peu facile, mais Jonathan Milan... Une Primavera avec Milan-San Remco. Ouais, voilà, on continue. Quelqu'un a-t-il mieux? Non. Qu'il se taise à jamais, sinon. On peut pas faire mieux. Mieux que Rodrigo sur ce terrain-là. J'ai osé m'aventurer et je me prends un revers. Non. Jonathan Milan, donc, qui sera un des candidats, mais qui n'a jamais vraiment réussi sur San Remo, mais qui a vraiment aussi prouvé en une saison et demie qu'il était prêt à aller chercher ce type de victoire. Il a qui avec lui? Mats Pedersen. Si le vainqueur doit vivre de Paris-Nice, je ne vois pratiquement que lui, et Stuyven qui a déjà gagné, et qui nous a encore rappelé, comme Schielmose, que le port du casque, ça peut quand même sauver des vies. Hein. Et donc j'enchaîne. Hier, oui, tout à fait. Stuyven, son casque coupé. Tout à fait, coupé en deux. Ouais. Plan A, Pedersen pour Lidl Trek, et plan B, Milan. En fait, c'est pas compliqué. Hein, mais donc j'enchaîne sur San Remo, et c'est la même tactique que finalement Alpecin de Koenig. Ouais. On est d'accord. Ouais. Sauf que chez Alpecin, cette année, il y a en plus Grooves. Mais attention que Milan a encore tout à prouver, parce que l'année dernière, il avait gagné 2 étapes sur Tirreno, il arrivait sur San Remo, on en faisait un grand favori, et il avait pété dans la Cipressa, ouais. Donc il doit encore pouvoir aller plus loin s'il veut accompagner les meilleurs. 115e, 128e, 69e. Ça va dépendre du vent, hein, comme toujours. Hein. Si vous avez un vent de face, ça va être compliqué. Et la météo, si pluie. Non, mais et le vent, hein, peut-être plus encore que la pluie, parce que sinon... moi, je serais pas surpris que Pogačar attaque dans la Cipressa. Hein. Alors, on a tous les éléments. On a analysé Paris-Nice, on a analysé Tirreno. Je rappelle que Van Aert, Philipsen, Pogačar n'ont participé à aucune de ces 2 courses. On met tout dans le pot, on mélange. Et je vous demande après avoir bien mélangé, c'est important, pour pas que ça accroche dans le fond de la casserole, Gérard, vous êtes un spécialiste de la cuisine. Je vous demande qui, finalement, sort du lot. Et je veux un nom avant ce Milan-San Remo. On est galant. Cameron. Qui sort du lot, c'est difficile avec tout ce qu'on a vu, mais... Allez, mélanger. Il y a des Pedersen, des Koy, des Van Der Poel, que l'on a vu aussi sur ce Tirreno, des Alaphilippe, des Pidcock, des Ganna, des Pedersen, je l'ai cité. Moi, celui qui m'a quand même le plus impressionné, c'est Mats Pedersen. Donc, je choisis Mats Pedersen. Jérôme. Pogačar. Parce qu'on l'oublie, il a pas roulé. Je l'ai cité, on peut le citer. Il sera là, et quand on a vu encore ce qu'il fait au Strade Bianche. En fait, ils vont faire le Poggio à 2, hein, Pogačar et Van Der Poel. Le tout, c'est de voir qui pourra accompagner. L'année passée, le dernier, c'était Ganna, de mémoire, hein, qui était derrière ces 2 hommes dans le Poggio. C'est le dernier qui était là. Donc, s'il a un petit pourcent ou 2 petits pourcents en plus que l'an dernier. Et puis de voir ce qui va se passer. Moi, je rêve d'un final où ils basculent à 2, ils s'entendent et ils se règlent ça au sprint, mais ce sera jamais le cas parce que Van Der Poel, il pourra dire « Moi, j'ai Philipsen derrière ». Donc, qu'est-ce qui se passe s'ils basculent à 2 avec 5-6 secondes d'avance? Ça, j'ai hâte de voir. Et on rajoute Pedersen. Rodrigo? Je pense que Gérard et moi, on va donner le même nom. On a quand même travaillé ensemble pendant 8 jours. Mathieu Van Der Poel. Ah, un peu... effectivement. Ouais. Mathieu est prêt, fin prêt. Et il doit faire quoi? Et il a changé. Vous savez que l'année dernière, c'était son premier jour de course Milan-San Remo. Donc, il manquait peut-être un petit quelque chose encore. Sans lui, on l'a répété, Philipsen n'aurait pas gagné. Mais il y a 2 ans, quand Mathieu gagne en solitaire, le 15 secondes, le plus gros écart entre le premier et le deuxième depuis 1994. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les écarts sont toujours très faibles. Il avait disputé Tirreno avant, en 2023, et il n'avait pas gagné l'étape non plus. Et Mathieu aime bien ce genre de choses-là. Moi, je pense qu'en plus, sur la Via Roma, qui est en léger faux plat montant, s'il y a un sprint en 1 contre 1, avec en plus la possibilité d'avoir Philipsen derrière, je pense que Van Der Poel bat Pogačar. Mais s'il bascule avec Pogačar, autant l'an dernier, il n'a donc pas vraiment relayé Pogačar en disant moi derrière j'ai Philipsen. Est-ce qu'il doit, Gérard, appliquer de nouveau cette même tactique? Ça dépend de comment est Philipsen. Mais si Philipsen est bien, à un moment, il va peut-être se dire Van Der Poel, je veux quand même saisir ma chance. Je pense que ça dépend de ses propres sensations. Et c'est lui le patron, vous l'avez toujours dit. Et c'est lui le patron. Il n'y aurait pas cette équipe s'il n'y avait pas Mathieu.
dans la réalité. Donc voilà, je pense que jamais personne... C'est pas dans l'oreillette que ça va se jouer. Ne lui reprochera d'être battu s'il a joué sa chance véritablement. Rodrigo a répondu pour moi au Ranjeboven. Regardez les couleurs. Sur papier, Van der Poel est le seul qui peut rivaliser sur l'explosivité avec Pogačar. Et en plus, il a 2 avantages. C'est le fait d'avoir un deuxième coureur dans son équipe qui est vraiment capable de gagner. C'est Philipsen. Pogačar, toute l'équipe va se sacrifier pour lui. Il n'y aura pas de deuxième carte, je pense. Et puis d'être un petit peu plus rapide que Pogačar, logiquement, au sprint. Donc, et d'avoir déjà gagné. Ouais. Ce qui, psychologiquement, est aussi quelque chose d'important. Mais on rappelle que Pogačar, 5-4-3, bon, la logique peut-être voudrait qu'il soit deuxième si on suit votre raisonnement, Rodrigo, et premier l'année prochaine. Je reviens sur ses arrivées. Vous évoquiez les écarts souvent faits sur la Via Roma. J'ai fait quelques recherches avant l'enregistrement, et la dernière arrivée groupée, c'était l'an dernier, mais 12 coureurs à l'arrivée en 2024 donc, 17 en 2021, 19 en 2018, 31 en 2016, et il faut remonter à 2007, il y a donc 18 ans, pour retrouver un vrai gros groupe, une cinquantaine de coureurs, 11 certes, mais des petites cassures, donc une cinquantaine de coureurs à l'arrivée. Dernier sprint massif, entre guillemets, il y a quasi 20 ans. Donc autant cette classique était devenue la chasse gardée, et on pense aux nombreuses victoires d'un Zabel par exemple, des sprinteurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? La Cipressa. Par rapport à 2007, l'arrivée aussi. Et l'arrivée. Mais plus au même endroit. À cette époque-là, on l'avait déplacé au long de la mer. Hein. Oui. Juste, hein. Le Longomare. Exact. Oui. Oui, En 2007. Oui. Croix. En tout cas, en 2014, quand Christophe Gans était sur le Longomare, c'est la dernière. Le cyclisme a changé aussi. Des coureurs comme Pogačar, Van der Poel, très explosifs. Avant, on les voyait peut-être pas venir sur San Remo. Moi, je trouve que c'est surtout ça qui a changé. Ces punchers qui viennent s'attaquer à ce monument-là. Ça a commencé avec Alaphilippe et qu'on voit maintenant qu'un Pogačar vient. Avant, c'était d'abord une course pour les sprinters. Mais on a une nouvelle catégorie de coureurs qui savent tout faire, en fait. Il y a une qui n'existait pas avant. Enfin, qui existait moins avant, sans doute. Il y a eu cette bascule-là. Qui se souvient, pour une petite gommette, avant de passer au prono, du podium? Attention, on éteint les GSM, on ne triche pas, personne dans l'oreillette, en 2007. Oscar Frère. Ouais, bravo. Ça, c'est le Zabel. premier. Zabel. Ah, il était pas loin, il était dans le top 10. Deuxième, c'est un peu plus compliqué. Hein. Un Italien. Un ancien directeur sportif chez Lotto. Alan Davis. Alan Davis. Ah, il faut chercher. Et le troisième était belge. À cette époque-là, c'était soit du Gilbert, soit du Bonnen. Bonnen. Bien, Cameron Van Den Broek marque des points aujourd'hui. Bonnen, troisième donc en 2007. Et c'était, je pense, sur la Via Roma. Mais je ne voudrais pas est-ce que je peux donner Rodrigo 2 chiffres, puisqu'on cite quand même Pogačar et Van der Poel. Milan-San Remo gagné avec un coureur qui porte sur les épaules un maillot de champion du monde. C'est arrivé 4 fois. Il y a eu Binda, Merckx, Gimondi, et le dernier, c'est Saroni en 1983. Il y a 42 ans qu'un maillot de champion du monde ne s'est plus imposé dans Milan-San Remo. Et puis, on avait parlé du doublé possible pour Van der Poel. Il n'a pas réussi à le faire. Philipsen peut faire un doublé. Le dernier qui a fait un doublé, c'est presque un quart de siècle. 24 ans, Erik Zabel. Ah ben oui. Vous voyez quand même que... Et c'est ça que je trouve le plus dingue dans cette course. Et vous allez me dire, Ben Kenser revient encore avec son fameux Merckx. C'est que tout le monde dit, c'est une loterie. Et comme le dit si bien Eddy avec Verve, t'as déjà gagné 7 fois sur 10 au loto, toi. En tout cas, c'est le final. Moi, je trouve que c'est le final le plus excitant. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Les 15-16 derniers kilomètres, il y a une tension, d'adrénaline, c'est incroyable. Ouais. Et on voit pas ça sur un Tour des Flandres ou sur un Paris-Roubaix. C'est aussi parce que la course est filmée d'une telle manière que on ne comprend pas tout. Et cette descente fait qu'il y a des coureurs qui reviennent. Et ça va tellement vite. Et quand on est en bas et qu'il reste 2 kilomètres, on ne sait pas toujours faire l'inventaire des sprinters qui vont arriver. Donc, nous, les commentateurs, et donc forcément le téléspectateur aussi, on est un peu perdu. Ah oui, mais est-ce que celui-là est là? Oui, mais attendez, et ce sera comme ça. Et j'imagine que si Milan est là, la télévision le montrera, mais on va se dire à un moment, est-ce que Koy est là? Est-ce qu'il est là ou pas? Parce que ça change tout. Et donc, il y a ce côté incertitude qui fait qu'on est comme ça. Un jour, le plus grand commentateur avec Théo Mathilde, l'RTBF, Luc Varenne, il est tombé en bas de sa chaise au moment de l'arrivée de Milan-San Remo, qui offre en effet une adrénaline, une émotion qu'aucune autre course n'offre, mais
qui nous permet parfois de nous ennuyer pendant, de longs moments. Il faut être patient. Alors, le prono, on est prêt ? Oui. Le prono, je rappelle, parce que vous savez que des gens sont très attachés au classement et qu'on a des supporters aussi à l'extérieur parmi les personnes qui nous suivent et qui aimeraient voir l'un ou l'autre talent ici émerger en fin d'année. Je rappelle donc le principe: désigner sur une course que l'on définit à l'avance la surprise, la pépite, le talent méconnu qui créera la surprise et qui sera, et c'est un point capital du règlement, le mieux classé sur la ligne d'arrivée. Un point distribué chaque semaine au chroniqueur qui aura trouvé ce coureur. Et s'il y a égalité, et il y a égalité pour le moment, alors on prend la meilleure perf absolue de l'une des pépites pour départager les candidats. Capito, Gerardo ? Si. Alors, après le Newsblatt et le Saman aux 2 premières courses, Cameron est en tête avec 1 point, à égalité avec Jérôme. Mais, si vous avez bien suivi mon classement, la meilleure performance absolue de Cameron, c'est Magnier 2e au Newsblatt, Janière 3e au Samin pour Jérôme, et donc, puisqu'il faut départager le premier du 2e, Cameron est donc en tête après les 2 premières courses, même s'il est à égalité avec Jérôme. C'est QFD. Après, pas grand-chose quand même. Après Paris-Nice, mais ça va peut-être, les écarts vont grandir au fur et à mesure de la saison. Vous allez voir que dans quelques instants qu'il n'y aura plus que deux joueurs bloqués, nous ne sommes pas coureurs, à 0 point. Les pronos sur Paris-Nice, et je me tourne déjà vers le vainqueur avec son beau maillot coloré, Gérard Bullens, Magnus Sheffield, 4e du classement général de Paris-Nice, c'était ça, trouver la pépite, quelqu'un qui n'avait jamais terminé dans le top 10 d'un grand tour, ou dans le top 10 de Paris-Nice à l'issue de cette course au soleil, 4e, vainqueur d'une étape, vous avez le nez. Vraie surprise. Parce qu'on en a discuté hier après l'arrivée avec Rodrigo qui m'a dit « Allez, tu avais dit ça, Sheffield, moi je n'y croyais pas. » Donc ça vaut 2 points. Gérard, il croyait depuis le début. Gérard, venant de Rodrigo, c'était un beau compliment sur votre prono. Le 2e de cette course au soleil, c'est Rodrigo, justement. Ilan van Wilder, 10e meilleur belge au classement général final. Le 3e, c'est Bibi avec Pablo Castrillo, 11e. Ça se joue pas grand-chose, Rodrigo, qui a donc fait mieux que Ivan Romeo, son équipier chez Movistar, pronostiqué par Jérôme. Ivan Romeo, 21e. Et la lanterne rouge du jour, ça arrive même au meilleur, Cameron, c'est comme ça. Lenny Martinez, 24e, qui pourtant a remporté une étape devant Vingegaard et Skelmose. Et on a donc été, je pense qu'on peut se faire du bien de temps en temps, tous très bons, puisqu'on a le 4e Sheffield, on a le 24e Martinez, et les autres sont dans la 5e et la 24e place. 2 étapes. Donc on a été, je trouve, très bons. Et ce qui permet aussi de voir que Martinez a encore du boulot, hein, s'il veut vraiment briller, faire quelque chose dans les grands tours. Là, il a été piégé par un grand classique du vélo et de Paris-Nice, la bordure. Donc oui, il a gagné une étape, et d'ailleurs ça a provoqué beaucoup de remous en France. On s'est de nouveau emballé sur Lenny Martinez, mais le vélo, c'est pas que gagner au sommet. Hein. Et en même temps, il m'a rassuré parce que j'avais quelques doutes par rapport à ce transfert chez Bahreïn. Le classement après Paris-Nice donc, puisque Gérard Bullens prend 1 point, mais que sa meilleure performance dans l'absolu, c'est la 4e place donc de Magnus Sheffield. Cameron, vous gardez la tête, 1 point grâce à Magnier. Jérôme 2e, Gérard 3e, et avec 0 point, Rodrigo. On a l'avantage de pouvoir commencer, alors on est dernier. Non, puisqu'on prend le classement de Paris-Nice pour commencer. Et donc, en vue de Milan-San Remo, Cameron, ça l'a bien retenu ce point de règlement, en vue de Milan-San Remo, et je prends le bic. C'est donc Cameron qui va nous donner son prono. La pépite de Cameron, attention, quelqu'un qui n'a jamais terminé dans le top 10 d'un monument. Si je ne me trompe pas, moi je dirais Olaf Koe. Oui, je pense qu'il n'a jamais terminé dans un top 10. Parce que quand même, ce qu'on a vu là, et donc il a gagné une étape, et je pense qu'il n'y avait plus aucun sprinter d'ailleurs à cette étape-là, donc il a quand même bien passé les bosses. Milan, il n'était plus là non plus, mais bon, il était tombé avant, donc il faut quand même quelques jours encore pour pouvoir être de nouveau à un bon niveau. Donc voilà, mais quand même il m'a impressionné sur cette étape, et ouais. 14e de Milan-San Remo l'an dernier, ce n'était pas un top 10. Voilà, Jérôme Elgers. Alors, je pourrais dire Milan, Magnier ou Grégoire. Je pense qu'ils vont être choisis. Mais je vais vraiment aller sur le pépite. Je vais prendre Rick Ploymers. Joli. Néerlandais de chez Tudor.
Ne regardez pas sur ma feuille, mais la Pluimers. Oui, il faudra choisir autre chose. Voilà, il faudra choisir autre chose. Merci Jérôme, merci. Et ça, c'est du grand joueur. Je trouve que, par exemple, pour ce genre de pronostic, moi, je doublerais les points en cas de victoire. Franchement, on va en négocier reparlera lundi prochain. Une fois que les lumières du studio seront éteintes. C'est vraiment prendre des risques. Vainqueur de la Muscat Classique en début de saison. Le suivant qui doit pronostiquer, c'est donc Samuel. Et Samuel, puisqu'il ne peut plus mettre Pluimers, il va mettre Riley Sheehan. 13e du Tour des Flandres, sa meilleure performance dans un monument, même si son début de saison n'a pas été top, notamment sur OHN, donc Atlas News, sur le Newsblad, pardon, si on m'entendait, sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne et sur les Strade Bianche Sheehan. Le suivant, c'est donc Rodrigo. Eh bien, quelqu'un qui n'a jamais disputé Milan-San Remo, que Jérôme a cité, donc il n'a jamais disputé une course aussi longue. Je rappelle quand même que ça fait 302 km, si on tient compte aussi du départ fictif au départ réel. Ce sera pour moi Romain Grégoire. C'est noté, c'est sans doute un bon petit prono. Et le dernier, Gérard. À condition qu'il soit au départ une vraie surprise, Bastianelli, pour rester fidèle à l'Italie. Ouh là là, oui, là c'est vraiment une vraie surprise si il est au départ et qu'il termine devant tous ces gars-là. Donc merci ça vaudra 2 points. Non, ça ne vaudra pas 2 points, mais la corruption ne passera pas sur ce plateau, croyez-moi, et ce n'est pas parce que je suis dernier que j'insiste sur ce point de règlement. Alors un petit mot, rapidement, parce qu'on y tient, et on débriefera la première édition de Milano-San Remo, donné le Milan-San Remo féminin lundi prochain avec Martin Wijnants. Enfin, Gérard, un Milan-San Remo féminin. Oui, bien sûr. Je pense qu'il était temps que les Italiens bougent aussi de ce côté-là, et j'espère qu'il y aura aussi fin de saison un Tour de Lombardie. C'est le dernier qui résiste. Oui, le dernier monument qui résiste. Ouais. Qui est peut-être plus compliqué aussi à organiser pour imbriquer la course femme par rapport à la course homme, mais c'est important effectivement, et pour un pays comme l'Italie qui défend quand même le cyclisme féminin depuis très très longtemps, bien avant la Belgique, c'est le paradoxe. Il y a 1000 longueurs d'avance sur la Belgique, il était temps. On dit enfin, mais il avait à Primavera Rossa, je pense. Oui, mais qui n'est pas. Allez, qu'on ne considérait pas. C'était plutôt une course d'attente avant le Milan-San Remo masculin. Ici, on a un vrai Milan-San Remo féminin avec. Toutes les grandes courses doivent avoir... La machine est en route. Oui. La machine est en route avec une Lotte Kopecky qui va reprendre. Première course de la saison pour Lotte Kopecky. On lui met déjà une étiquette de favori, Cameron ? Bah oui, c'est la championne du monde, donc évidemment. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas encore couru, donc avoir sa forme... Mais oui, elle sera favorite avec... allez, moi, je prends Kopecky, Vollering et Longo Borghini, Balsamo... Weibus sera là aussi, oui. Voilà, dans la même équipe. Lippert, Ferrand-Prévot sera là aussi. Il y a quand même du beau monde au départ de ce Milan-San Remo féminin. Finalement, par Elisa Balsamo, elles seront... Il faudrait quand même que Kopecky, entre guillemets, se débarrasse de Weibus au sommet du Poggio, parce que sinon, ça sera peut-être la même équipe en plus. Un peu. Mais c'est pour ça. Mais donc, comme je le disais, 42 ans après Saroni, championne du monde. Ce sera probablement Kopecky. Si Pogacar doit le faire, Kopecky la fera un petit peu avant. Donc, et peut-être qu'à 2 heures d'intervalle, on pourrait assister à 2 maillots arc-en-ciel sur la première place sur la Via Roma. Ce qui est très excitant, c'est que quand on analyse la course des hommes, on peut se nourrir de ce qui s'est passé dans le passé. Ici pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la Cipressa ? Qu'est-ce qui va se passer dans le Poggio ? Moi, je trouve que c'est ça vraiment qui est hyper intéressant. Même dans les Capri, pour cette course-ci. Ouais, on pourrait déjà avoir une course d'ouverture différente que du côté masculin. C'est intéressant et ce sera... Mais bon, c'est intéressant du Poggio, quand on connaît quand même les qualités de pilotage de Lotte, c'est intéressant. On l'a plus vu en compétition, je pense, depuis les championnats du monde sur piste. Mais elle a vraiment le profil. C'est une course longue, dure, un sprint dans un faux plat montant, après une belle descente... elle sera pas loin. Est-ce que le fait qu'elle se soit mis en tête les tours maintenant, les grands tours, la volonté de s'illustrer sur le Tour de France et peut-être de gagner, et Liège évidemment, ça change quelque chose dans son approche d'une course comme Milan-San Remo ? Est-ce qu'elle a changé finalement physiquement ? Est-ce qu'elle a perdu quelque chose ? Est-ce qu'elle a peut-être gagné autre chose ? C'est difficile à dire vu qu'elle n'a pas encore couru, mais... Elle devait perdre du poids notamment. Moi, je me demande si elle en a perdu du poids et si ce sera... On verra samedi. On verra, mais quand l'autre se met un objectif en tête, souvent elle y est ou pas loin. Donc je me réjouis de voir en tout cas
sa première course ici. Réponse dans la Cipressa samedi. Voilà. Et je le disais, ce sera suivi en direct sur la RTBF, à l'instar du Milan-San Remo. Messieurs, évidemment. Alors, pour clôturer cette émission, ce podcast On connaît nos classiques, je voulais revenir quelques instants sur deux Belges. Deux Belges un peu dans le dur ces derniers jours. Arnaud Delis, Kian Uijtdebroeks. On va commencer par Arnaud Delis, qui lui a déclaré forfait pour Milan-San Remo, où on l'attendait, il avait vraiment cette volonté de s'illustrer, il l'avait rappelé lors des stages et des conférences de presse d'avant-saison. Arnaud Delis qui donc zappe Milan-San Remo, mais ce n'est pas pour ne pas courir, puisqu'il sera sur la Nokere Classic mercredi et sur le Grand Prix de Denain jeudi, mais on a l'impression, Jérôme, de revivre un peu, même si le schéma est différent, ce qu'on a déjà vécu l'an dernier. Et je me souviens, Jérôme, de vos propos il y a à peu près un an, ou un peu plus d'un an, quand vous disiez il doit redescendre, un peu comme David Goffin sur les tournois de Challenger en tennis, pour retrouver le goût de la victoire, la sensation de gagner. C'est un peu ce qu'il fait ici en allant sur Nokere et Denain. Sans critiquer Arnaud, est-ce qu'il a le niveau de ce qu'on a vu depuis le début de saison pour aller rivaliser avec Van Der Poel, Pogačar, le Pedersen qu'on a vu, Milan, etc. Est-ce qu'il est prêt pour des moments ? Franchement, à ce stade-ci, non. Et j'imagine que c'est ça, en fait, la base de cette décision. Pas oublier que l'Auto a besoin de points aussi. Alors, c'est vrai qu'ils ont quasiment... le maintien. Ouais, le maintien est quasiment acquis, mais il va encore falloir mettre quelques points. Et pour l'instant, depuis le début de saison, l'Auto ne met pas beaucoup de points, là où d'autres équipes carburent. S'il faut un petit peu renforcer son mental et son moral, c'est pas en le mettant sur Milan-San Remo qu'on va y arriver. Donc... vu ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est un choix qui me semble logique. Mais on l'a eu en direct il y a 3 semaines. On avait un Arnaud Delis très motivé avant le début de cette saison. On se disait, chouette, ces ennuis sont derrière lui. La roue ne tourne pas, Gérard. On est reparti avec peut-être d'autres soucis, juste un moment plus compliqué, et ça arrive à tout le monde. Il a été un peu malade, mais c'est dur. Oui, c'est possible, mais je pense que mentalement, ça ne doit pas être très très simple pour lui par rapport à ce qu'on avait annoncé. Maintenant, ce que je déplore, moi, c'est qu'il y ait très très peu de communication chez l'Auto. Il n'est pas prêt. Est-ce que c'est suffisant pour casser les commentaires de certains ? Je ne pense pas. Maintenant, j'espère que dans les 2 courses en question, avec une nouvelle arrivée quand même à Nokere, ça puisse lui apporter quelque chose, parce qu'on sait que ça sera un sprint en gros. À partir de ce moment-là, son moral serait relancé et ce serait se tourner vers les prochains monuments. Mais donc, ce que Gérard est intéressant. Moi, je trouve aussi qu'il faut au moins entendre soit Arnaud parler et expliquer son choix, soit un membre de l'équipe, le patron, Stéphane Hulot. Mais... Donc vous préfériez que ce soit plus clair et que l'on dise « il n'est pas prêt ». Ce qui n'a pas été dise véritablement il n'est pas prêt pour telle raison, si c'est pas une raison privée, qu'on sache exactement ce qu'il est, et que les gens ne brodent pas, parce que par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, avec un cyclisme à 2 vitesses avec Rodrigo, il y a des gens qui ont brodé là-dessus, alors qu'il y a 5 coureurs qui roulent plus vite que les autres. J'ai jamais dit que j'avais des suspicions de doping, mais il y en a qui ont vraiment, avec des pseudos, été très très profondément dans la chose. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Mais ici, je trouve qu'une équipe comme cette équipe Lotto ne peut pas laisser broder des gens qui n'aiment peut-être pas le vélo et qui pourraient blesser davantage le coureur en question. Et ce qu'on a pu lire, Rodrigo, c'est que, de nouveau, des gens qui peut-être ne connaissent pas bien ou pas assez le cyclisme sont déjà dans des conclusions. Ce gars-là n'a pas le talent, on nous a enfumé avec le talent d'Arnaud Delis, il n'y arrivera jamais. Ça a été lu et entendu. Et effectivement, ça doit être compliqué pour lui à entendre et à lire. Bien sûr. Ce qu'il nous a dit ici, je pense que c'était il y a 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Il nous a quand même dit, j'espère gagner ou le Nieuwsblad ou le Samin. Ce qu'il n'a pas fait. Pas les deux, il me dit, on ne sait jamais. Il dit, oui, mais une des deux. Et bon, voilà, c'est aussi un coureur qui ne se cache pas. Et il y a des coureurs qui n'affichent pas leurs ambitions, qui disent, oh non, lui, il le dit. Ben, évidemment, alors la déception, elle doit d'abord être là, chez lui. Maintenant, je suis assez d'accord avec ce que dit Jérôme. À partir du moment où, pour le moment, il n'est pas en mesure de rivaliser avec le top, et ce sera le top, à part Remco Evenepoel et Vingegaard, je ne sais même pas si un jour Vingegaard fera ça, et Van Aert, on a vraiment le top mondial samedi. C'est normal qu'il essaye d'aller retrouver confiance dans des courses un petit peu moins importantes. Mais maintenant, Tim Merlier sera présent mercredi. Non.
Non, ça c'est déjà une grosse différence, parce que c'est quand même sa course. Mais Philipsen sera là. Ouais. Donc, ça ne sera pas simple non plus. Hein, et, c'est pas aller faire la kermesse de Oosterhoosebeek, hein, avec tout le respect pour cette course remportée jadis par Dirk de Wolf devant Rudy Dahnens dans l'ordre inverse du championnat du monde de 1990. Bref, non. Moi, je trouve qu'Arnaud, j'espère vraiment que c'est un mauvais passage. L'an dernier, et on ne l'a su qu'après, évidemment, il était victime de cette maladie de Lyme qui l'a vraiment fatigué. S'il n'y a pas de maladie, on lui souhaite, évidemment, en ce moment, les raisons, elles sont où alors? La préparation. Il y a eu une maladie, hein. Il était enrhumé quand il était dans le podcast. Oui, mais bon. Oui. Voilà, il a été malade. Il n'est pas dans la maladie de Lyme. Il a eu beaucoup de malchance, des problèmes mécaniques aussi. Enfin voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui tourne vraiment dans son sens. Mais un mauvais karma pour ce printemps, mais on croise les doigts n'oubliez pas pour lui. S'il se met dans la voiture avec Grignard, dans le bus avec Grignard et compagnie, il est à l'hôtel et il gagne pas à Bessèges, hein. Oui, et ils étaient deux à être restés, hein. Baptiste Verstrofer et Arnaud Delis à ne pas avoir quitté l'étoile de Bessèges. Le deuxième coureur un peu dans le dur. Ça m'inquiète beaucoup plus. Côté belge. Et je sais, Gérard et Rodrigo, vous êtes un peu plus inquiets. C'est Kian Uijtdebroeks qui donc a abandonné sur la dernière étape de Tirreno Adriatico. Et je reprends ces mots au micro de la VRT. C'est une répétition de ce que j'ai vécu l'an dernier. J'avais de nouveau cette sensation de vide dans les jambes. Ça n'a pas fonctionné, c'est nul. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est donc le traitement notamment basé sur beaucoup d'exercices de physiothérapie. Il a cru que ça avait fonctionné en début de saison. Et là, effectivement, il a ressenti à nouveau les mêmes douleurs. C'est inquiétant parce qu'on a l'impression que le corps médical ne trouve pas la solution. Est-ce que ce n'est pas ce qui a été le cas aussi longtemps avec Elise Orbit, qui finalement maintenant a été opérée et semble dire que les résultats de l'opération sont intéressants? Est-ce qu'il ne faut pas passer justement par une opération? Est-ce que le froid aussi n'a pas joué un rôle tout à fait particulier? Je pense que il est dans une équipe où le staff médical voilà, est suffisant que pour poser un diagnostic maintenant. Là, on peut comprendre qu'il est abandonné hier, on peut comprendre qu'il soit particulièrement déçu et tout aussi inquiet, et même plus inquiet que nous dans la réalité. Mais on sait, hein, Sian, c'est un vrai talent. La saison n'avait pas mal commencé, mais il était au chaud, aux Émirats par exemple. Voilà, il faut maintenant prendre un tout petit peu de recul et voir ce qu'il en est. Mais je n'irai pas trop vite quand même dans les conclusions à tirer pour l'instant. Mais il faut faire quelque chose. Il est clair que si il se retrouve systématiquement quand le temps est mauvais avec le même diagnostic, il faut faire une intervention, ça c'est clair. Sans être médecin, évidemment. Jérôme, vous avez l'habitude de l'interviewer, de le croiser, même s'il ne vient pas souvent sur les courses en Belgique, et on l'a rappelé la semaine dernière. Et ce qui est apprécié chez Kian, aussi bien côté médiatique que pour le grand public, c'est cette joie de vivre, ce sourire tout le temps, et ces rires permanents à la fin de chaque réponse. Et là, on a vu un Kian en pleurs, et c'était quelque chose de perturbant pour lui, évidemment, mais pour nous aussi. Oui, surtout que ça contrastait avec ce qu'on a vu au mois de janvier quand on est allé le voir en stage, où il avait l'air vraiment libéré de ce mal, et là il retombe dans les travers, et franchement ça doit être très très dur, parce que quand on se remet un petit peu dans la peau de Kian Uijtdebroeks, c'est un coureur qui gagnait quasiment tout lorsqu'il était dans les catégories d'âge. Il passe professionnel, il gagne plus une seule fois, il a toujours pas gagné, en étant pro il a toujours pas gagné, donc déjà ça il faut pouvoir le digérer. Après lui il a toujours dit, moi ce qui me fait avancer ce sont les classements, je veux terminer, je préfère terminer dans un top 10 d'un classement général que de gagner une étape. Bon, ok. Il a eu des gros soucis l'année dernière. Au moment où il arrive chez Visma, ça doit être difficile à encaisser. Il travaille tout l'hiver. Il est heureux de revenir. Et puis là, de nouveau, il ressent exactement les mêmes symptômes. Moralement, là, franchement, ça doit être très, très, très compliqué. Hein. Et en 2024, outre ses soucis à la jambe et au dos, il avait aussi abandonné le Giro après une infection au poumon. Il avait abandonné la Vuelta victime du Covid-19 et il avait connu ses soucis d'engourdissement des jambes sur le Tour de Catalogne, le Tour de Suisse, le Tour de Burgos. Et donc, ça revient en 2025 et ça n'a rien de rassurant. Rodrigo, en une minute, votre avis sur Kian Uijtdebroeks? C'est un gars qui a et qui
transmet un enthousiasme fantastique. Et vous l'avez très bien résumé, ce sourire qui se transforme en larmes. Il y a l'espoir et maintenant, il est dans la phase du découragement. Et c'est une phase qui est difficile et il faut qu'il puisse sortir de cela. Voilà. Quelqu'un a des nouvelles de Van Gils ? Je n'en ai pas récemment. Parce que l'année dernière, dans Milan-San Remo, il était pas le meilleur et on n'a toujours plus vu depuis la Ruta del Sol, si je me souviens bien. Forfait à la Ostradé, aucune nouvelle, pas de communication, et il n'est plus chez Lotto. Non, non. Il était dorénavant chez Bora, et il est annoncé, je pense, sur Milan-San Remo. Oui, il était annoncé, je pense. Ouais, mais... moi, je ne l'ai pas vu encore. Mais Red Bull n'est pas non plus un champion de la communication. Je ne sais pas s'il sera là, mais dans un premier temps, il était annoncé dans la liste élargie pour Milan-San Remo. Si vous avez quelques mots sur Kian Uijtdebroeks, vous qui vivez au quotidien avec un coureur cycliste professionnel, que ce doit être dur pour lui. Oui, tout a été dit. Quand on le voit comme ça en pleurs à l'arrivée, c'est triste, surtout pour un garçon si joyeux. Et être dans une équipe comme Visma et en fait, souvent quand on arrive dans cette équipe, on marche quand même, comme on dit, mais là c'est pas le cas pour lui. Et ouais, avec un staff médical comme ça, je pense qu'on doit quand même rapidement trouver une solution et il pensait être débarrassé de ce souci. Et là, quand on pense être débarrassé d'un souci et que finalement on se rend compte qu'on l'a encore, ça doit vraiment être dur après tout le travail. Outre les douleurs physiques, il y a le mental évidemment. La rechute fait parfois plus mal que la blessure initiale. Merci Cameron Vandenbroek, merci Jérôme Elgers, merci Rodrigo Menkens, merci Gérard Bulens. Rendez-vous sur les antennes de l'RTBF évidemment pour Milan-San Remo, sur notre site internet aussi pour toutes les infos liées à cette Primavera 116e du nom. Ciao.